C'est intéressant parce que nous, on a itéré sur quelque chose et je ne vais pas détailler forcément le process que nous, on utilise. On est aussi moins nombreux, on est quatre. Mais on a un process qui est relativement similaire, qui est par contre basé sur mon truc sacro-saint des plans de 90 jours. Une question que je me pose de plus en plus, et là encore, c'est encore gérable quand on est quatre, mais à un moment donné, ça va être compliqué de pouvoir avoir des meetings où chacun expose. Parce que pour le moment, on a un meeting toute la semaine où chacun va exposer ses résultats. On a quatre, et le meeting, il peut prendre 1 heure et demie chaque semaine. Le truc, c'est que si on est 12, je ne vais pas faire des Ouais. meetings de 5 heures. je pense que je vais atteindre ma limitation. Et donc, pour revenir, la question, c'est comment est-ce que tu évalues la performance des gens et comment est-ce que tu comprends un peu ce que font les gens et où est-ce qu'ils en sont. Parce que là, voilà, on est quatre, ça veut dire que j'ai 3 personnes là qui font des trucs. Je connais un peu les capacités de chacun. J'ai un peu dans ma tête le tracking de leurs compétences, de ce qu'ils veulent apprendre, de combien de temps ça leur prend de faire les choses. Et j'ai un peu l'idée des choses. Et puis, de toute façon, quand tu es quatre, si tu n'avances pas assez vite très rapidement, ça se voit, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique en matière de tracking. Et pour moi, du coup, on le fait de manière un petit peu, parce que c'est facile de le faire comme ça. Je me pose la question de comment est-ce que tu fais le bilan. Nous, on a un système, voilà, on va revoir toutes les semaines ce qui a été fait, on va revoir tous les 90 jours ce qui a été fait. Donc, on a un système de bilan qui est essentiellement celui que moi, j'utilisais dans mon système personnel, que j'ai scalé maintenant à plusieurs personnes. Mais si j'en avais 12, ça ne scalerait pas à ne serait-ce que 12 personnes, ce qui n'est pas non plus une boîte colossale. Donc, je me pose la question de comment est-ce que ça fonctionne, parce que tu ne peux pas non plus... Ouais, alors nous, ce qu'on Ouais, faisait, vas-y. c'est donc comme je dis, c'était un Trello où il y avait tous les résultats que chacun devait atteindre. Et le rôle de chacun, c'était toutes les semaines de mettre à jour. Donc il y a des codes couleurs. Tu vois, le rouge, c'est il faut que quelqu'un s'en occupe. Enfin, c'est genre je vais commencer à m'en occuper. En orange, c'est je prends en charge ce résultat et j'ai trouvé les moyens. Donc je te reprends l'exemple de l'article Medium est publié. Et dans la carte, tu mets les moyens que j'ai décidé de mettre en place pour ça sont je vais trouver une community manager ou je vais aller sur Fiverr et trouver un mec qui nous fait des articles SEO ou je vais solliciter les gens de l'équipe en disant une fois par mois, il y en a un qui écrit un truc, whatever. Donc les moyens sont trouvés et quand tu mets en vert, c'est-à-dire que le résultat est fait. Et en gros, chacun doit juste mettre à jour ce Trello et une fois toutes les 2 semaines. Au début, on faisait toutes les semaines, mais c'était un peu chronophage. Toutes les 2 semaines, c'était pas mal. Ça prend 2 heures. Et pendant 2 heures, tu affiches le gros board Trello. Il y en a un qui se lève et qui, en plus, on tournait pour être celui qui lidait les discussions. Et chacun présente ses résultats. En moyenne, tu en as entre 1 et 5 par personne sur ton mois ou sur ton mois en général. Et donc, très vite, vu que les gens préparaient, tu dis, ce résultat-là, j'ai pas démarré. C'est pas grave. Celui-là, j'ai pas démarré. Celui-là, j'ai démarré. Les moyens, c'est ça. Celui-là, c'est fait. C'est au vert. La preuve, regardez, l'article est publié. Et celui-là, c'est au vert. Et chacun passe. En 2 heures, ça passe. Et en fait, la fois d'après, si jamais la même personne passe en disant celui-là, j'ai pas fait, celui-là, j'ai pas fait, alors qu'on est au mois d'avril et que le truc date de mars, parce que tu n'as pas le droit de déplacer tes post-it, évidemment, on va lui poser la question de pourquoi tu l'as pas fait. Est-ce que tu es désengagé, du coup, est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre le fasse? Ou est-ce que tu sais plus trop le sens qu'il y a derrière, ou est-ce que tu n'as plus envie de le faire? Et ça arrive que les gens disent ouais, j'avais pris, j'étais chaud, mais là, en fait, j'ai pas trop le temps, ou ça m'intéresse plus, et tu te désengages et tu le fais pas. Mais en gros, tu peux pas te présenter devant tout le monde 3 fois de suite en disant celui-là, je l'ai pas fait, celui-là. Et puis à un moment, ça se voit, quoi. Donc peut-être que c'est aussi un des motivateurs pour que les gens fassent les trucs en se disant merde, c'est vrai qu'il faut que je le dise à tout le monde. Donc Ok. ouais, Donc, ça prenait 2 heures toutes les 2 semaines. ok. Donc, dans ce cas-là, je pense que par rapport à ce que nous on fait pour faire un follow-up, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps chez nous? C'est parce qu'on bundle beaucoup de conversations sur les projets dans ce reporting. C'est-à-dire, tiens, on fait tel truc, ok, ce produit-là, il sort quand? Vas-y, c'est quoi les trucs? Et on va lister un peu les tâches. Et donc, on va bundle des conversations d'ordre plus général où, tiens, d'ailleurs, j'ai eu un retour de telle personne là-dessus. Et donc, en fait, il y a des réunions internes à un certain projet qui sont faites dans la review de l'ensemble des projets. Et ça, c'est peut-être la partie qui ne scale pas et qui doit être ensuite des bundles. C'est là où il faut un gardien pour dire ok, ça c'est une discussion à avoir et tu la cales. Nous, ce qu'on faisait, en fait, on avait ça aussi. Des fois, ça rentrait dans les débats et discussions. Il y a quelqu'un qui garde le temps, il dit stop, il va dans l'agenda, il crée un event de 1 demi-heure avec les interlocuteurs et boum, vous avez un rendez-vous calé demain pour parler de ça. Et t'enchaînes.
Et comme ça, tu timebox du temps. Et donc, du coup, comme on est sur le sujet du scaling de ce modèle-là, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait des boîtes qui avaient 40 000 employés qui faisaient ça. Et autant j'arrive à imaginer comment ça fonctionne avec un certain nombre de personnes où tu peux vraiment solliciter tout le monde. À un certain moment, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir un système de hiérarchie qui se met en place, même si la hiérarchie est assez, on va dire, ouverte à écouter les gens qui sont en dessous et à essayer d'être assez open là-dessus. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui le font comme ça. Mais comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir une hiérarchie? C'est-à-dire, si tu as une équipe qui fait, je sais pas, qui développe un tel produit, comment est-ce que tu n'as pas un mec qui est leader du produit et qui va faire les réunions avec le cran du dessus ou quelque chose comme ça? Non, je pense que tu peux avoir des leaders. Il y a toujours des experts dans tout. Pas de hiérarchie, ça veut pas dire que tout le monde a le même salaire ou tout le monde a le même poste. Tu as toujours des gens plus seniors que d'autres. Pour moi, le pas de hiérarchie, c'est que tu n'as pas le droit de donner des ordres à des gens. Tu n'as pas de pouvoir sur les gens, en fait. Okay. Après, si ton leadership fait que... Enfin, tu vois, il y a des leaders. Dans une boîte, il faut des leaders, même quand tu n'as pas de hiérarchie. Et tu vois, tu as l'expertise, tu peux la transmettre, tu as toujours plus de légitimité qu'un autre à parler de tel ou tel sujet. Et donc, ça va, pour moi, c'est pas dissocié de la non-hiérarchie. Chez Buurtzorg, par exemple, c'est une boîte hollandaise d'infirmiers, d'aide à la personne. Je sais plus combien ils sont, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Et eux, en fait, ce qui marche, c'est qu'ils font des silos et ils marchent par groupe de 12 personnes. Donc, dès qu'il y a plus de 12 personnes dans une team, elles se splitent. Et dans une team, tu as des infirmiers, des gens qui gèrent, et en fonction de l'équipe, on va dire, tiens, qui est chaud pour gérer le planning de nous 12? Moi, je suis un peu forte en ça, j'en ai fait à l'école, ok. Et qui peut nous aider sur la compta? On peut faire ça. Et du coup, chacun se prend des rôles dans la boîte. Et ils ont fait ça, ils ont démarré vraiment à 12 au début, avec Joss de Block, qui était le fondateur, qui était un des infirmiers à l'époque. Et maintenant, ils sont, je sais plus, 20, 30, 40 000, quoi. Et donc, c'est des blocs de 12 qui marchent, et plus, tu as une structure qui est le QG, où là, tu as les fonctions support de DRH, mais qui sont là que pour les aider, pas pour leur donner des ordres, etc. Mais chacun est autonome sur ses horaires, ses plannings, etc. Ce qui fait que les gens sont engagés, ils kiffent, donc les patients kiffent avoir des infirmiers engagés qui ne sont pas pressés de leur faire des piqûres. Donc, il y a plus de patients qui viennent, donc ça rapporte du business, et donc ça grossit. Et dans ce cas-là, tu as les silos de 12 qui sont un peu tous au même niveau, et tu as un QG qui est essentiellement une organisation séparée, qui a un support opérationnel, mais du coup, ce n'est pas une pyramide. Oui, exactement, c'est ça. OK. Donc, c'est un petit peu, on pourrait voir plus ça, au lieu de le voir comme une pyramide, on pourrait voir ça comme un système comme une espèce de roue avec un truc au milieu qui coordonne et des équipes qui sont indépendantes et qui vont chacun communiquer avec le truc central. Oui, je pense qu'ils coordonnent même pas au milieu. C'est plus dans l'autre sens. C'est si tu as besoin d'eux, ils sont là pour toi. OK. C'est il nous faudrait les fiches de paye, il faudrait ça. OK, on est là pour vous aider. OK. Mais tu vois, tu as une boîte française qui s'appelle Favi qui font, je crois qu'ils transforment du cuivre, ils font des boîtiers de vitesse. Et dedans, tu as autant des ouvriers col bleu que des ingénieurs. Et ça marche en mode complètement libéré. Et t'as pas de hiérarchie, mais tu as des ingés qui sont du coup à leur poste et des ouvriers à leur poste et ils échangent entre eux. Mais c'est juste que la décision du type de machine que le mec doit utiliser, c'est peut-être le mec qui l'utilise qui a le meilleur avis plutôt que le mec en haut de sa tour d'ivoire qui a pas d'avis et qui va dire tiens on va commander ces machines-là qui nous coûtent moins cher ou machin. Et en gros c'est cette approche-là de dire celui qui prend la décision c'est celui qui a le plus d'infos, qui est le plus en contact avec son besoin. Je trouve le concept super intéressant parce qu'en fait, plus tu y réfléchis de cette manière-là, moins ça semble un truc bizarre. C'est-à-dire que d'un point de vue, tu vois, tu dis OK, il n'y a pas de hiérarchie et tout, vas-y, OK, super. Ça n'a pas de sens, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, ça a l'air bien sur le papier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu réfléchis de ce type-là, en fait, ce que tu découvres, c'est un concept de système, c'est-à-dire comment est-ce que l'information se propage. Et dans un truc, je sais pas, je pense que si tu étudies des fourmis, tu vois, je pense pas que les fourmis, elles aient une hiérarchie où il y a genre la reine qui dit à l'autre, vas-y, tiens, on va dire ça à l'autre, et il y a une hiérarchie. Tu vois, au final, il y a une manière dont l'information biologiquement va se propager. Je sais pas exactement les fourmis, je suis pas expert, mais on va dire un système de chimique, de signaux, d'informations. Tu veux prendre ton corps, hein, juste les cellules de ton corps. Ouais. Ton cerveau, il donne pas à l'ongle l'ordre de pousser. Ou Et donc, du coup, et l'autre élément que j'avais vu là-dessus, qui est vachement marqué parce que pour le coup, tu ne peux pas les accuser d'être des New Age de ce niveau-là. C'est
y avait un podcast notamment chez Tim Ferriss sur Stanley McChrystal, qui était le chef essentiellement des forces spéciales. Il me semble que c'était en Afghanistan. Et du coup, tout son concept, c'était, OK, on n'a pas le temps d'avoir une hiérarchie. En fait, en gros, on a une information, il faut qu'on ait agi dessus vachement rapidement. Et donc, en fait, c'était uniquement des équipes autocontenues qui étaient déployées comme ça et qui opéraient, et avec un système pour partager de l'information. Moi, ils avaient découvert que pour pouvoir agir de la manière la plus rapide, en fait, la hiérarchie est assez lente. C'est là où je veux en venir, c'est que autant tu de remonter l'info qui décide et que ça redescende. Exactement. Et du coup, leur opportunité, leur fenêtre d'action était passée. Et eux qui partent pas du tout d'un point de vue de il faut que tout le monde soit égal, etc., puisque c'est l'armée, donc eux, la hiérarchie, ça les dérange pas, mais simplement d'un point de vue d'efficacité, et notamment dans ce cas-là, ce pourquoi ils optimisaient, ce qui est, j'imagine, pas le cas de tous les trucs dans l'armée, mais ce pourquoi eux optimisent, c'est la rapidité d'exécution sur une information, et notamment la capacité à prendre des décisions sur une information qui est incertaine, en fait. On a eu une info, mais de telle personne, est-ce que c'est vraiment fiable ou est-ce que c'est pas fiable? Il faut qu'on puisse prendre la décision. Mais donc, du coup, plus tu es éloigné de la situation, plus c'est difficile de prendre cette décision puisque tu n'as pas forcément le feeling ou le contexte exact de ce qui se trouve autour. Et c'est intéressant parce que dans plus ton organisation est petite, plus tu te trouves à prendre des décisions sur un truc qui est incertain. C'est-à-dire, plus tu vas te retrouver à développer un nouveau produit parce que tu as eu 2-3 emails de clients qui t'avaient parlé de ce truc-là et tout d'un coup, tu as un feeling que ça pourrait être intéressant. Même si les 3 emails, tu les mets dans un PowerPoint et tu les présentes à ton boss, il va te dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» tu vois. Mais tu as un feeling que peut-être qu'il y a un truc à explorer là. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup... cette idée m'a vachement ouvert l'esprit sur le fait que, tiens, comment est-ce que l'information se propage et comment est-ce que les décisions sont prises quand... Essentiellement, il n'y a pas de bonne réponse que tu peux calculer. Tu ne peux pas dire, OK, là, on va faire ci, on va faire ça. Et du coup, c'est tout cet aspect intuitif de la décision peut pas être quantifié. Donc, du coup, la hiérarchie, peut-être, le fait pas remonter correctement ou le fait pas redescendre correctement. Non, mais, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour prendre une décision, il te faut l'information. Et après, selon la taille de la boîte et la complexité... on suppose que, tu vois, quand t'as un truc pyramidal, t'as le mec en haut qui remonte les infos de tout le monde, et c'est pour ça que lui, il peut prendre la décision, parce qu'il récupère les infos de tout le monde. Et c'est ce qui est le cas, et c'est vrai. C'est pour ça que le CEO va prendre les décisions, parce qu'il récupère les infos du market, et du bizdev, et de la satisfaction client, etc. Alors que si jamais tu changes ton modèle de communication dans ta boîte pour que l'information soit transparente, mais pas la data, parce que la data, ça parle pas aux gens. Si tu leur dis, bah tiens, le BFR, c'est ça. Les gens, ils font, ouais, je sais même pas ce que ça veut dire, BFR. Si tu le transformes en information utile. Ça veut dire quoi, BFR? C'est le besoin en fonds de roulement. C'est en gros combien de thunes ta boîte a besoin pour rouler, pour continuer. Pour payer les salaires de tout le monde, par exemple. Et du coup, si tu transformes la data en information utile et que tu la communiques bien, tu peux aider les gens à prendre des décisions. Si tu veux que les gens, un jour, ils puissent choisir eux-mêmes leur salaire, bah pour avoir le pouvoir de décision de ça, il te faut l'information. Et l'information, c'est combien je coûte à la boîte. Je coûte pas que mon salaire. Il faut comprendre qu'il y a des charges patronales et salariales. Et il y a aussi des charges de mon bureau et les loyers, etc. Et combien la boîte a gagné. Et c'est quoi la projection. Et qu'est-ce que moi je rapporte à la boîte en tant que commercial qui signe. Mais après, il faut le produire, combien ça coûte de produire. Et si tout ça, tu arrives à le transformer en information digeste pour les gens et de dire bah voilà en gros la boîte gagne ça, toi tu coûtes ça, donc tu peux te positionner en disant ah bah donc je pourrais me permettre d'augmenter ça, sachant que et c'est ça le boulot le plus compliqué dans une boîte quand tu veux avancer sur ce système, c'est comment je rends l'information compréhensible et accessible à tout le monde sans noyer dans de la data surchargée. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est un enjeu de communication interne. Et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vas aller trouver un dashboard? C'est quoi? C'est Google Data Studio, ça s'appelle? Super beau. Comment est-ce que tu... Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus une question de simplification et de dire, OK, on va trouver les bonnes métriques? Je pense que c'est toujours, il faut... Ouais, en gros, les gros dashboards, j'y crois pas trop. C'est cool à faire, c'est cool à regarder, mais après, tu y vas jamais et tu y retournes pas. Moi qui fait du produit, j'ai mon dashboard, mais finalement, t'as pas toujours le réflexe d'y aller, et les gens regardent pas trop. Je pense que c'est de réfléchir à quelle est l'information dont les gens ont besoin, et puis ils peuvent en avoir besoin, pas forcément de manière régulière. Donc moi, je faisais tous les mois des Actus Studio, où je résumais un peu toutes les choses à savoir pour la boîte, sur c'est quoi les prochains projets qui vont arriver, qu'est-ce qu'on a réalisé nous-mêmes,
c'est en combien de jours moyens on fait un projet. Enfin, j'essaie de comprendre ou de leur demander quelles sont les infos dont tu as besoin, ne serait-ce que pour ta culture de la boîte où tu bosses. Mais après, en fonction des gens, de se dire, bah tiens, il bosse sur tel projet, il a besoin de telles informations, bah je vais lui fournir. Tiens, on fait une appli éditeur, c'est cool, ça serait bien qu'il y ait un scénariste qui nous fasse un vrai scénario parce que c'est un jeu. Combien ça coûte un scénariste? C'est 10 000 balles, bah, est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Et bah du coup, moi je vais transformer ça en donner les informations pour que les gens décident d'eux-mêmes. Mais ça se trouve, l'information, ça va juste leur dire, les gars, on est chaud niveau trésor, on peut pas. Et ça suffit comme info. Ils n'ont pas besoin de regarder le chiffre d'affaires, accès au compte en banque et tout. Ils peuvent, il y a les gens avaient accès. Mais en fait, l'information, si tu résumes tout ça, c'est on est chaud niveau trésor, on peut pas se le payer, on en rediscute dans 2 mois. Et les gens ils font ok, j'écoute et je ne prends pas la décision de recruter un scénariste. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.